Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de présentation des notes de cours du chapitre déterminant. Dans cette vidéo, on va en gros parler de ce dont on n'a pas encore parlé dans les deux premières. Et il y aura trois thèmes ou trois parties. Tout d'abord, on va parler de déterminant et d'orientation en dimension 1 et en dimension 3. Ça correspond dans le sommaire à cette partie. Sachant que la dimension 2, on l'avait déjà largement traité dans la première vidéo et aussi dans le chapitre introductif, chapitre 9. Ensuite, on va parler, donc deuxième thème de cette vidéo, on va parler d'orientation en toute dimension. Donc c'est une partie un petit peu plus formelle. En fait, on va formaliser la notion d'orientation en toute dimension, sachant que l'orientation, c'est surtout important de bien comprendre en dimension 2 et 3, mais le fait de formaliser nous aidera quand même à mieux comprendre ce que c'est vraiment que cette orientation. Et puis, troisième thème de la vidéo, on s'intéressera aux calculs pratiques de déterminants, aux méthodes pratiques de calcul de ces déterminants, ce qui est peut-être le plus important ensuite dans les exercices. Et on attaque tout de suite avec déterminant et orientation en dimension 1 dans R. En dimension 1 dans R, déterminant et orientation sont des notions très simples. D'ailleurs, il y a un seul slide consacré à R, tout est sur ce slide. Les notions sont tellement simples qu'à la limite, on peut dire qu'elles ne sont pas très utiles. C'est surtout à partir de la dimension 2 et 3 que ça devient vraiment utile, déterminant et orientation. Donc en fait, ce slide, ce n'est pas vraiment pour une utilité pratique, c'est plutôt pour avoir les idées claires sur à quoi est-ce que ça correspond, déterminant et orientation en dimension 1. Alors le déterminant en dimension 2, il sert à mesurer des aires orientées, en dimension 3, des volumes orientés. En dimension 1, ce sera simplement des longueurs orientées. Donc la longueur d'un vecteur. Les vecteurs de R, c'est des nombres, donc soit A un réel, c'est aussi un vecteur de l'espace vectoriel des réels, qui est un espace vectoriel de dimension 1 sur R. Donc c'est tellement simple qu'on se mélange un petit peu, mais R est un espace vectoriel de dimension 1 sur R. Si A est un réel, c'est un vecteur de cet espace vectoriel. Et ce vecteur, il a une seule composante dans la base canonique qui vaut A lui-même. Bon, le déterminant de ce vecteur, c'est sa longueur orientée, et donc c'est sa coordonnée, et donc c'est A lui-même. Ensuite, si A est non nul, A, en tant que vecteur, définit à lui tout seul une base de R. Les bases de R, elles comprennent un seul vecteur non nul, et on va dire que la base est positivement orientée. Si A est positif, en fait c'est quand il a la même orientation que la base canonique de R. La base canonique de R, c'est le nombre 1, et négativement orienté si A est strictement négatif. Enfin, le déterminant d'un endomorphisme. Le déterminant d'un endomorphisme, c'est le facteur de dilatation des aires en dimension 2, des volumes en dimension 3. En dimension 1, c'est le facteur de dilatation des longueurs. Et un endomorphisme de R, il a une forme très simple, puisque sa matrice, c'est une matrice 1,1 qui comprend un seul nombre. C'est une application de la forme x donne AX. Bien entendu, ce réel A, qui intervient dans l'expression de f, c'est le facteur de dilatation des longueurs de f. Donc la matrice de f dans la base canonique, c'est la matrice A, ça c'est une matrice à un seul coefficient. Et le déterminant de f, c'est ce nombre A. Et on va dire que f préserve l'orientation si A est positif et renverse l'orientation si A est négatif. Et sur la figure, vous avez une base de R positivement orientée à droite et négativement orientée à gauche. Je pense que ce n'est pas la peine d'en dire plus sur ce cas très simple de la dimension 1. Donc ça, c'est fait.
Et on va aller tout de suite à la dimension 3, qui bien sûr va être plus riche. Vous voyez, on va parler de produits vectoriels et de produits mixtes notamment. Allons à la dimension 3. Et la première chose dont on va parler, c'est d'orientation dans R3. Alors, ici, je donnais une définition de l'orientation dans R3. Et en fait, dans cette première partie, section 1 de ces notes de cours, j'ai donné des définitions en quelque sorte indépendantes de l'orientation dans R, dans R2, dans R3. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on ira à la fin de la section 2 pour voir ce paragraphe un peu plus formel sur l'orientation en toutes dimensions. Mais là, on commence par tout simplement définir, comme si c'était des définitions un peu indépendantes les unes des autres, alors qu'en fait, bien sûr, c'est la même notion sous-jacente, les définitions d'orientation dans R, dans R2, dans R3, comme si c'était des définitions indépendantes. Alors, l'orientation en dimension 1, c'était en quelque sorte une direction vers la droite ou vers la gauche. En dimension 2, c'était un sens de rotation, sens trigonométrique direct ou sens trigonométrique inverse. Et bien en dimension 3, la manière la plus concrète de définir l'orientation, puis comme encore une fois on verra une définition générale ensuite, mais pour l'instant une définition complètement concrète, en dimension 3, c'est plus un sens de rotation, ça va être un sens de vissage. Alors, c'est un sens de vissage associé à une base, parce que l'orientation, c'est une caractéristique d'une base. Il y a les bases positivement orientées et les bases négativement orientées, et on associe à une base un sens de vissage. Et dans R3, vous avez deux sens de vissage possibles, qui sont indiqués sur la figure ici côté droit, qu'on appelle le vissage main gauche, left hand, ou vissage main droite, right hand. Et en mécanique, je ne sais pas comment on dit, en métallurgie, on appelle ça des filetages main gauche et main droite. Alors, j'imagine que chez vous, vous avez des vis, des boulons, ou au moins des vis dans vos murs pour tenir vos placards. Et bien, ces vis, elles sont toutes filetage main droite. Vous pouvez vérifier, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller regarder dans votre boîte à outils, vérifier, elles sont toutes filetage main droite. Enfin, je dis toutes, je ne suis pas un spécialiste quand même de ces questions, mais il se peut que ça existe tout de même, des filetages main gauche pour des raisons que je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est beaucoup plus rare en pratique. Donc chez Castorama Bricorama, vous arriverez peut-être à trouver quelques filetages main gauche, mais pas beaucoup. Allez, j'en dis pas plus. Enfin, on ne perd pas plus de temps avec ça. Et donc, la définition concrète de ce que c'est qu'une base positivement orientée, c'est une base dans laquelle, si vous partez, si vous regardez la rotation d'axe, le troisième vecteur en vert, donc ça c'est l'axe de la rotation, et si vous allez du premier vecteur qu'on a dessiné en rouge conventionnellement vers le deuxième vecteur en bleu, en tournant suivant cet axe du troisième vecteur en vert, ce qui est indiqué ici, et si vous combinez ça avec la translation dans la direction du troisième vecteur, si vous combinez cette rotation du premier vers le deuxième dans la direction du troisième, si c'est un filetage main droite, vous dites que c'est positivement orienté. D'accord ? Donc c'est facile en quelque sorte de se rappeler. Du premier vers le deuxième dans la direction du troisième, si c'est un filetage main droite, et ça c'est facile, c'est quand vous vissez spontanément, quand vous vissez un couvercle, là aussi ça marche pareil. Si ce sens de vissage, c'est un vissage main droite, ça correspond à une base positivement orientée. Donc le cas le plus fréquent. Aussi, j'ai parlé de vis, mais tous vos couvercles, vos bouchons de bouteille se vissent suivant le défiletage main droite. Et puis inversement, si le sens de vissage que vous obtenez à partir de votre base, c'est un filetage main gauche, à ce moment-là, vous direz que la base est négativement orientée. D'accord. Donc c'est une définition très concrète et intuitive. Alors voici un slide avec un certain nombre d'illustrations concrètes de ces deux orientations de l'espace, de ces deux sens de vissage. Et si on les appelle main gauche et main droite, c'est bien parce que on peut les associer
aux orientations qui diffèrent de notre main gauche et de notre main droite dans la réalité. Alors c'est aussi des choses qui vont vous rappeler certainement des conventions liées à des conventions des cours de physique ou de mécanique. Hein. Donc une base va être positivement orientée, ou orientée main droite, si et seulement si, quand vous mettez les 3 doigts de votre main droite alignés suivant les 3 axes des 3 vecteurs de base dans l'ordre, ben vous arrivez à le faire. Hein. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que votre base est négativement orientée. À ce moment-là, vous arrivez à le faire avec la main gauche. Hein. Dit autrement, vous voyez, entre ces deux bases, ici, côté droit et côté gauche, vous pouvez toujours aligner 2 axes, x sur x et z, disons, je vais plutôt dire x sur x et y sur y, mais à ce moment-là, le troisième, vous ne pouvez pas forcément les aligner l'un sur l'autre. Donc c'est ça, c'est le dernier axe en quelque sorte qui vous donne l'orientation. Enfin, c'est une des manières de le voir. Bon, la deuxième figure, rien de neuf par rapport au slide précédent, hein, c'est juste ce rappel de l'orientation en tant que sens de vissage du premier vers le deuxième dans la direction du troisième. La troisième figure, c'est une variante de la première. Hein, ça, vous le voyez, c'est une main droite. Et donc, le sens de vissage main droite, vous pouvez le voir concrètement en disant que c'est le sens dans lequel, pour votre main droite, quand vous vissez dans la direction du pouce et dans le sens de rotation défini par les doigts, en allant vers l'extrémité des doigts, comme ça avec votre main recourbée, et bien, si ce sens de vissage-là, c'est un vissage main droite. Voilà. Et donc, quand vous regardez dans la vie réelle un coquillage ou un escargot, et ben, il est soit main droite, soit main gauche. Et d'ailleurs, j'aurais pu me renseigner pour ce cours, je ne suis pas expert, mais je présume qu'il y a une prédominance d'ailleurs dans la biodiversité, peut-être d'une des deux formes, mais quand même l'autre est présente. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il en est, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. En tout cas, un coquillage donné, lui, il est soit main droite, soit main gauche. Un tire-bouchon, il est en général main droite. S'il est main gauche, c'est soit que c'est un tire-bouchon spécial pour gaucher, qui est peut-être un petit peu plus facile pour des raisons musculaires, enfin d'ergonomie pour un gaucher, ou bien que c'est un tire-bouchon de farce et attrape. Alors là, vous pouvez vraiment passer une super après-midi en essayant de faire ouvrir une bouteille à un droitier avec un tire-bouchon à gauche. Puis on l'a dit, les vis, elles sont presque toujours main droite, même s'il existe des filetages main gauche pour des raisons technologiques que je ne sais pas vous expliquer là. Et on a traité l'orientation concrètement dans R3. On a passé un peu de temps, mais c'était une partie, on va dire, un petit peu amusante. On va maintenant aller au déterminant de 3 vecteurs de R3, puis ensuite on parlera de produit vectoriel, produit mixte. On va au déterminant. Bah, sans surprise, le déterminant de 3 vecteurs de R3, c'est le volume du parallélépipède défini par ces 3 vecteurs, donc c'est illustré sur la figure. Plus exactement, c'est le volume orienté. Donc ce volume orienté, c'est le volume avec un signe, et le signe, il sera positif si les 3 vecteurs forment une base positivement orientée, donc c'est right hand rule, et un nombre négatif, donc avec un signe moins devant le volume, si les 3 vecteurs forment une base négativement orientée, left hand rule. Et 0 si les 3 vecteurs sont liés, ce qui est le cas intermédiaire entre les deux cas précédents, la transition entre les deux cas précédents. Et vous voyez, sur ce cas-là, on est allé assez vite, c'est pas la peine, je pense, d'en dire plus que ça sur la définition du déterminant de 3 vecteurs de R3. On va au produit vectoriel. Produit vectoriel, définition géométrique. Alors en fait, on va la prendre comme la définition du produit vectoriel. Hein. On la qualifie de géométrique parce qu'on peut aussi définir le produit vectoriel avec une formule analytique. Et ça, on le verra dans la dernière partie, la justification du fait que la formule analytique correspond bien à la définition géométrique. Pour l'instant, on fait la définition géométrique.
Alors, il ne faut pas que je sois trop long là-dessus, je pense que c'est des rappels du lycée. Hein, le produit vectoriel de A et B. Alors, je sais qu'en français, de façon un peu peut-être traditionnelle, vous pouvez avoir vu le produit vectoriel avec un wedge comme ça, un chevron. En réalité, la notation anglo-saxonne, c'est avec une croix, et c'est la notation quand même qui s'impose internationalement, et ça correspond au terme anglais de cross product pour le produit vectoriel. Donc cette terminologie cross product, elle est à mettre en regard de la terminologie dot product pour désigner le produit scalaire. Donc produit scalaire que du coup souvent on peut noter avec un point comme ça entre les deux vecteurs. Dot product, produit scalaire, cross product, produit vectoriel. Bon, la définition, vous la connaissez, je pense, du lycée, elle est illustrée sur la figure. Le produit vectoriel, c'est un de deux vecteurs A et B. C'est un vecteur, donc A croix B ici, qui est orthogonal à A et B, dont la longueur, c'est l'aire du parallélogramme engendré par A et B, et qui est dirigé suivant la right-hand rule, comme illustré sur la figure ici à droite. Donc si vous mettez A et B dans l'ordre des deuxième et troisième doigts de votre main droite, le pouce désigne le produit vectoriel A croix B. Hein, sachant que si vous permutez les trois vecteurs, bien entendu, c'est comme si vous faisiez tourner votre main droite, ça préserve l'orientation. Donc vous pouvez aussi mettre le pouce dans la direction de A, l'index dans la direction de B, le majeur vous donnera la direction A croix B. Bref, il faut que la base, la famille A, B, A croix B soit positivement orientée, ce qui est ici indiqué, hein, ou A croix B, AB positivement orienté. Donc je répète, par permutation circulaire, ça ne change pas l'orientation, ce que vous voyez concrètement en faisant tourner votre main droite dans l'espace. Et concrètement, ça donne cette formule-là, norme de A fois norme de B, fois sinus de l'angle entre A et B, mais l'angle entre 0 et pi, hein, l'angle sans signe, enfin avec un signe positif, donc avec un sinus. Le sinus ici, il est positif ou nul, hein, si l'angle vaut 0 ou pi, et puis fois ce vecteur n, qui est le vecteur unitaire, orthogonal au plan engendré par A et B, à condition que A et B ne soient pas collinaires. Si A et B sont collinaires, le produit vectoriel vaut 0. Hein. Si A et B sont collinaires, il n'y a pas besoin, le produit vectoriel vaut 0. Si A et B ne sont pas collinaires, voilà. Ça permet de définir le vecteur n, et ça permet de définir le produit vectoriel avec cette formule. Alors, quelques remarques rapides sur ce produit vectoriel. La première remarque, je l'ai déjà dite sur le slide précédent, la deuxième aussi. Hein. Et la troisième remarque, c'est le caractère, ce qu'on appelle anticommutatif. Donc commutatif, c'est pour une loi de composition, ce serait commutatif si vous pouvez commuter les deux termes sans modifier le résultat. Et ici on dit anticommutatif parce que si vous commutez A et B, donc si vous écrivez B vectoriel A, ça vaut bien sûr moins A vectoriel B à cause de notre affaire d'orientation. Hein, et c'est illustré sur la figure ici. Bon, je pense que là, vous pouvez... il ne faut pas que je passe trop de temps parce que ce sont vraiment des révisions de terminale et des choses que vous avez déjà beaucoup vues en physique. Donc on ne s'attarde pas. La vidéo, vous pouvez la regarder, elle est très bien faite comme toutes celles de 3 Blue, 1 Brown, mais peut-être aussi que vous pouvez juger que cette vidéo vous apprendrait pas grand-chose par rapport à ce que vous savez déjà. Donc là, on a vu une définition géométrique du produit vectoriel. Il existe aussi une expression analytique, hein, des coordonnées du produit vectoriel A fois B en fonction des coordonnées de A et de B. C'est une expression que vous connaissez sûrement déjà, mais qu'on va rappeler et qu'on va justifier. Mais on va le faire beaucoup plus loin, on va le faire slide 49. Et cette justification, pour justifier cette expression analytique du produit vectoriel, on va s'appuyer sur la notion de déterminant en passant par ce qu'on appelle le produit mixte. Et le produit mixte, on va le faire tout de suite.
Slide 48. Alors, le produit mixte, dit mixte de 3 vecteurs, si on l'appelle mixte, c'est parce qu'il mélange deux choses. Il mélange un produit vectoriel et un produit scalaire. Donc le produit mixte de ces 3 vecteurs, en anglais on appelle ça triple product, c'est le produit scalaire, le produit vectoriel de A et B, scalaire C. Si vous regardez le corollaire en dessous, il vous dit que ce produit mixte, il est invariant par permutation circulaire des 3 vecteurs. Autrement dit, si vous permutez circulairement A, B, C dans cette expression, vous obtenez la même valeur. Ce qui veut dire que pour cette définition, il y aurait plusieurs expressions possibles. Les 3 expressions en dessous là sont possibles, d'autant plus que le dot product, le produit scalaire, lui, il est symétrique, donc vous pouvez renverser les côtés. Vous pouvez renverser les deux termes de part et d'autre de ce produit scalaire. Donc il y a plusieurs définitions possibles, plusieurs conventions possibles pour la définition de ce produit mixte. Et puis cette proposition, qui est l'essentiel qu'il faut savoir sur le produit mixte, et qui est, je pense, connu, que vous connaissez probablement depuis, je sais pas, soit le lycée, soit d'après la physique, enfin, en tout cas, cette proposition, elle énonce que le produit mixte de 3 vecteurs, c'est la même chose que le déterminant de ces 3 vecteurs, autrement dit, c'est la même chose que le volume orienté du parallélépipède. Je vais corriger ça sur la version du DRAC, du parallélépipède engendré par ces 3 vecteurs. Pourquoi c'est vrai cette proposition? Je pense que la démonstration ne doit pas vous poser de difficulté. C'est vrai parce que le volume du parallélépipède, c'est base fois hauteur. Alors c'est base fois hauteur parce que si vous faites un cisaillement horizontal, vous pouvez déformer ce parallélépipède sur un parallélépipède dont la direction verticale sera orthogonale. Dans la 3e direction sera orthogonale aux 2 premières, donc celui-là il a vraiment pour aire base fois hauteur et ce cisaillement est incompressible. Bref, l'aire d'un parallélépipède c'est bien base fois hauteur, et base fois hauteur c'est aussi la valeur que vous trouvez quand vous faites le produit scalaire de ce produit vectoriel par le vecteur C, puisque vous vous souvenez, le produit scalaire de 2 vecteurs, on peut l'obtenir en prenant la norme du premier vecteur fois, au signe près, la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle. Et multiplier C par le cosinus de phi, ça revient à prendre la longueur obtenue quand vous projetez C sur l'axe vertical. Donc A fois B scalaire C, c'est bien base fois hauteur. Voilà. Et du fait que ce produit mixte est égal à ce déterminant, ben vous en déduisez le fait que vous en déduisez le corollaire suivant. Parce que le déterminant, lui, il est invariant par permutation circulaire, puisqu'il représente il représente le volume orienté. Si vous faites une permutation circulaire, ça ne change ni le volume, ni l'orientation. D'où le corollaire qui suit. Et on a fini sur le produit mixte. Et donc on a aussi fini sur cette première partie de la vidéo qui était consacrée aux dimensions 1 et 3. Et comme énoncé au début, on va maintenant aborder la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'orientation dans Rn, l'orientation en toutes dimensions. Donc ça va être une partie un petit peu plus formelle, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va assez vite et ça permet de mieux comprendre de façon un peu plus formelle et générale ce que c'est vraiment que cette orientation. On va tout de suite à la notion de base positivement négativement orientée dans Rn en toutes dimensions. Alors une petite remarque préliminaire, vous avez vu qu'en petite dimension dans R, R2, R3, on a parlé d'orientation à chaque fois sur des espaces vectoriels sur R. Et c'est la même chose ici, en toute dimension, ce sera toujours sur Rn l'orientation. Il n'y a pas d'orientation dans Cn. Il n'y a
pas d'orientation dans Cn. Hein, et je vais y revenir juste après. Donc on va commencer par définir ce que c'est qu'une base positivement orientée et négativement orientée, mais en toute dimension. Alors, c'est assez simple. Alors, d'abord, de manière générale, l'orientation, c'est toujours défini par le signe d'un déterminant non nul. C'est ça le lien entre orientation et déterminant. C'est peut-être un lien qui n'était pas si évident à travers ce qu'on a vu en petite dimension. Enfin, on le voyait quand même venir, mais voilà, la formalisation en toute dimension, c'est que l'orientation, ce sera lié à un signe d'un déterminant, et d'un déterminant non nul, bien sûr, pour qu'il ait un signe. Et donc l'orientation d'une base B de Rn, c'est défini de la façon suivante. Si vous avez une base de vecteurs de Rn, vous avez naturellement une matrice A associée à cette base. Qu'est-ce que c'est cette matrice? C'est la matrice des vecteurs de cette base B dans la base canonique de Rn. Formellement, hein, définition de la matrice d'une famille de vecteurs dans une base, c'est la matrice dont les colonnes contiennent les coordonnées des vecteurs de B dans la base canonique de Rn. Voilà, j'ai rajouté un petit graffiti pour illustrer cette définition de la matrice A. C'est la matrice dont les colonnes contiennent les coordonnées des vecteurs de la base B dans la base canonique epsilon, epsilon, epsilon n de Rn. Puisque B est une base, la matrice A est de rang n. Si elle est de rang n, c'est qu'elle est inversible, donc son déterminant est non nul. Proposition. Déterminant d'une matrice est non nul si et seulement si la matrice est inversible. Et donc la définition, c'est que la base est dite positivement orientée si le déterminant de A est strictement positif et négativement orienté dans l'autre cas. Donc c'est une convention en fait, positivement orientée. On va voir après que c'est la même orientation que la base canonique. Par convention, on dit que la base canonique, elle est positivement orientée. Vous voyez ici, on a donné cette définition relativement à la base canonique, puisque A, c'est la matrice des vecteurs de la base B, des coordonnées des vecteurs de la base B dans la base canonique. Bien. Et donc c'est ce qu'on avait dit auparavant. L'orientation, c'est lié au signe d'un déterminant non nul. Et ça, c'est propre à un espace vectoriel sur R. Ici, on est dans Rn. Donc ça pourrait être pour un espace vectoriel de dimension finie plus générale, mais ça suffit de donner cette définition dans Rn. En revanche, si vous étiez dans Cn, un déterminant non nul, ce serait un nombre complexe. Et un nombre complexe non nul, vous pouvez pas les nombres complexes non nuls, vous ne pouvez pas les décomposer en deux groupes distincts, contrairement au réel. Donc c'est bien une notion propre au réel. En pratique, l'orientation, c'est surtout important dans R2 et dans R3. Autrement dit, c'est surtout important les définitions concrètes, opérationnelles qu'on a vues auparavant dans la vidéo. Donc là, le but de cette section, c'est juste de formaliser un petit peu en toute dimension pour s'éclaircir les idées. Alors, on a déjà dit l'essentiel, mais dans le slide suivant, on va préciser la notion de qu'est-ce que ça veut dire avoir la même orientation que. Alors, comme on a défini ce que c'était avoir l'orientation positive, négative, on sait ce que c'est avoir la même orientation que. Mais voilà une proposition qui caractérise cette relation d'avoir la même orientation que. Donc c'est une relation entre deux bases B et B' de Rn. Si B et B' sont deux bases de Rn, et bien vous avez un unique endomorphisme f de Rn qui envoie dans l'ordre chacun des vecteurs de B sur le vecteur correspondant de B'. Hein? L'existence et l'unicité de cet endomorphisme, c'est lié au fait que B est une base, puisque B est une base, voir le chapitre application linéaire, et puisque B' est une base, cet endomorphisme, il est de rang n. Il envoie une base sur une base, il est de rang n, donc il est inversible, donc son déterminant est non nul, et tout simplement, la proposition vous dit que les bases ont la même orientation si ce déterminant est strictement positif, et la base ont des orientations opposées si ce déterminant est négatif. Donc vous avez là, voilà. Donc c'est une proposition qu'on pourrait aussi prendre comme une définition en fait d'une relation d'équivalence, avoir la même orientation que. Dans cette présentation, on l'a présenté plutôt comme une proposition. Donc pour démontrer cette proposition, il faut faire le lien avec le slide précédent. Dans le slide précédent, on avait défini le caractère positivement orienté ou négativement orienté
à l'aide de cette matrice des vecteurs de la base dans la base canonique. Donc il faut faire le lien avec cette définition pour démontrer cette proposition. Et donc en quelque sorte, il faut introduire les matrices qui relient ces deux bases à la base canonique. Les matrices ou les endomorphismes associés, alors les voilà ici. Si on a pris des notations, si vous notez Bcan de Rn, la base canonique de Rn, et si vous regardez les endomorphismes G et G' associés à B et à B', c'est-à-dire les endomorphismes qui envoient les vecteurs de la base canonique sur les vecteurs de B, et ça c'est pour G et pour G' sur la base B'. Donc ces notations, ça veut dire qu'il les envoie dans l'ordre, hein, qu'il les envoie sur B et sur B', respectivement dans le même ordre, quoi. Donc ces endomorphismes, ils sont inversibles, ils sont définis de manière unique, ils sont inversibles, et avec les notations précédentes, comme F, c'est l'endomorphisme qui envoie les EI sur les E'I, ben pour trouver F, il suffit d'envoyer les EI sur les vecteurs de la base canonique, ça G-1 nous fait ça, puis les vecteurs de la base canonique sur les vecteurs E'I, G' nous fait ça. Donc F vaut G' rond G-1. Par conséquent, le déterminant de F, c'est le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants. Ça, c'est la proposition 8. Et le déterminant de G-1, c'est 1 sur le déterminant de G, ça c'est le corollaire 2. La proposition 8 vous garantit cette égalité. Et le corollaire 2 vous garantit cette égalité. Tout ça pour dire que le déterminant de F, son signe, c'est le produit des signes des déterminants de G et de G'. D'accord ? Autrement dit, c'est le produit, si on peut dire, des orientations de B et de B'. Donc on aura bien du coup que B et B' ont même orientation, si et seulement si ce produit est strictement positif. D'accord ? Et en revanche, si ces deux orientations, si ces deux orientations sont opposées, le produit c'est négatif. On a bien démontré la proposition. Petit complément encore pour formaliser, si on veut un petit peu plus, la relation avoir la même orientation que, j'aurais pu préciser que, donc cette relation c'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence parce qu'elle possède ces trois propriétés qui sont d'être réflexive, symétrique, transitive, et du coup, à l'aide de ces trois propriétés, vous pouvez regrouper les bases de Rn en deux sous-ensembles qu'on peut appeler des classes d'équivalence. C'est un peu plus formel, mais c'est la même chose exactement, hein. Et ces deux classes d'équivalence, c'est les bases orientées positivement et négativement. Voilà ce que j'ai écrit ici avec cette petite mention en plus. Et puis enfin, vous avez une dernière notion qui est aussi une notion très concrète, puisque on l'a vu dès le chapitre introductif en dimension 2, c'est la notion d'endomorphisme qui préserve ou qui renverse l'orientation. Tout simplement, l'endomorphisme va préserver l'orientation si son déterminant est strictement positif et renverser l'orientation si son déterminant est strictement négatif. Et en lien avec ce qu'on a vu dans le slide précédent, cette définition, cette définition 19, elle est très cohérente avec la proposition précédente, la proposition 14, qui disait que les bases ont la même orientation positive ou négative si le déterminant qui fait passer d'une base à une autre est strictement positif. Ou voilà. Donc, du coup, on pourrait presque dire que la définition, c'est une tautologie par rapport à cette proposition. Un déterminant qui préserve l'orientation au sens de la définition 19, c'est bien un endomorphisme, qu'est-ce que j'ai dit ? Un endomorphisme qui préserve l'orientation au sens de la définition 19, c'est bien un endomorphisme qui préserve l'orientation au sens de cette proposition, au sens de cet énoncé. Et on a terminé de parler de l'orientation dans Rn de manière un petit peu théorique. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, qui sont les calculs de déterminants en pratique.
Dans cette troisième partie de la vidéo, on va parler de calcul pratique de déterminants. Et en gros, on va prendre les sections dans l'ordre. Mais avant de faire ça, je voudrais vous rappeler que dans la première vidéo sur le chapitre, on avait déjà décrit une méthode générale et presque suffisante pour calculer en pratique les déterminants. Cette méthode, ça consistait à trigonaliser la matrice par la méthode du pivot de Gauss, et en la trigonalisant, il fallait comprendre bien sûr l'effet des opérations sur les lignes et sur les colonnes, sur les déterminants, c'était ce paragraphe-là, hein, et c'était un effet qu'on arrivait à maîtriser, donc on pouvait, avec le pivot de Gauss, vous pouvez trigonaliser la matrice, et puis ensuite, pour une matrice triangulaire, je vais aller à cette section-là, le déterminant, c'était simplement le produit des coefficients diagonaux. Puis si je reviens en arrière, voilà, ça c'était les opérations sur une matrice, et l'opération principale, c'est que c'est celle-ci, c'est si vous ajoutez à une colonne une combinaison linéaire d'autres colonnes ou à une ligne une combinaison linéaire d'autres lignes, ça ne change pas le déterminant. Donc ça permet de trigonaliser la matrice et d'obtenir son déterminant, puisqu'une fois qu'elle est trigonalisée, le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc ça, c'est une méthode générale, pratique, pratiquement suffisante. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'une certaine manière un petit peu du bonus par rapport à cette méthode générale. Voilà, on avait aussi vu donc cette partie-là, déterminant une matrice triangulaire. C'est du bonus qui va permettre quand même de gagner de la familiarité, de l'aisance avec ces formules de déterminants en les manipulant, et de voir aussi d'autres techniques complémentaires qui peuvent aider un peu en pratique. Et on va tout de suite à la premier paragraphe qui est la formule du déterminant en dimension 2. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce slide? On va simplement retrouver l'expression de la définition 3. La définition 3, c'était la définition. La définition 3, c'était la définition analytique du déterminant en dimension 2. Donc c'était cette expression-là, hein, pour une matrice ABCD, l'expression AD moins BC. Et en fait, cette expression, on l'avait justifiée, alors on l'avait donnée comme une définition, puis comme une définition analytique, et on avait justifié que c'était la même chose que la définition géométrique à l'aide des dessins slide 4 et 5. Je vous remonte les deux slides, slide 4 et slide 5. Et malgré tout, ces justifications slide 4 et 5, elles étaient convaincantes, mais elles avaient peut-être quelque chose de pas convaincant à 100%, puisqu'on se dit toujours, mais le dessin, il est fait dans un certain cas, est-ce que c'est vrai dans tous les cas, etc. Donc ici, dans ce slide, on va retrouver cette expression par le calcul de façon un petit peu plus formelle, et simplement en utilisant les propriétés de bilinéarité. Alors, bilinéarité, si on était en dimension n, ce serait n linéaire, n linéarité. Et aussi le caractère alterné qu'on va voir. Et donc simplement, on va calculer le déterminant en développant par bilinéarité. Donc on a le calcul, le slide, il vous en présente deux versions qui sont parfaitement équivalentes, deux versions, côté gauche et côté droit, qui sont parfaitement équivalentes. Alors, en quoi ça consiste ce calcul? Si je le regarde côté gauche, ça consiste à dire le déterminant que je vois ici comme les déterminants d'une matrice de 2. Je peux aussi le voir comme les déterminants des vecteurs colonnes de la matrice, AI plus CJ, BI plus DJ, en notant I et J, la base canonique de R2. Voilà, c'est bien la base canonique de R2 ici, je vais corriger sur le drive. Donc vous obtenez cette expression-là du déterminant. Et cette expression-là, vous pouvez la développer par linéarité par rapport au premier argument, AI plus CJ, c'est ce qu'on a fait ici, AI plus CJ pour le premier argument, puis ensuite par linéarité par rapport au deuxième argument, BI plus DJ, c'est ce qu'on a fait ici. On a décomposé chacun de ces deux termes, en donne 2. Donc ça fait 4 termes en tout.
Côté droit, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a présenté matriciellement. C'est les mêmes expressions, mais vues comme avec des déterminants de matrice. À ce stade-là, si on revient côté gauche, vous avez 4 termes, et 2 de ces 4 termes, ils vont disparaître. Pourquoi ils vont disparaître? Ils vont disparaître à cause du caractère alterné du déterminant. Le terme formel, c'est alterné. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut juste dire que si vous avez deux vecteurs collinaires, par exemple AI et BI, bien sûr, l'air engendré par AIBI, ça engendre un parallélogramme écrasé sur la direction I. Donc il y a pour R 0. Donc ce terme-là disparaît, et de même, ce terme-là disparaît. Donc il vous reste seulement le terme croisé. Les termes où vous avez mis I d'un côté, gardez I d'un côté, J de l'autre. Donc il ne vous reste plus que 2 termes, c'est ce qui est écrit ici. Et enfin, chacun de ces 2 termes, vous pouvez sortir, dans chacun de ces 2 termes, vous pouvez sortir les 2 coefficients des vecteurs de nouveau par bilinéarité, par n-linéarité. Donc ça fait sortir AD et ça vous fait sortir BC. Et puis enfin, le déterminant JI, c'est l'inverse, ça vaut moins 1, enfin ça vaut l'opposé du déterminant IJ, et ça c'est le caractère, pour passer de là à là, c'est le caractère antisymétrique. Voilà. Et vous voyez, à travers ce calcul, on a revu de façon un petit peu plus concrète les 3 termes principaux qui caractérisaient les déterminants en toutes dimensions. Le caractère n linéaire, alterné et antisymétrique, qui est la même chose qu'alterné en fait. Ok, donc finalement vous obtenez cette expression, vous obtenez bien AD-BC fois le déterminant de IJ, et finalement, pour passer de là à là, c'est juste une normalisation que par convention, le déterminant engendré par la base canonique IJ, on lui donne la valeur 1. Donc ça c'est une normalisation, une convention. Et si vous regardez la partie 2, là on est dans la partie 3, hein, si vous regardez la partie 2 de ces notes de cours, la partie 2 un peu formelle, un peu théorique, eh bien, peut-être que c'est intéressant de la regarder à la lumière de ce calcul, puisqu'en fait, à travers ce calcul qui est quand même assez simple, hein, qu'on a fait ici, en fait, vous avez manipulé tous les concepts qu'on met en œuvre de façon beaucoup plus formelle dans la partie 2, les concepts de n-linéarité, alternée, antisymétrique, et le fait que quand vous combinez n-linéaire, alterné, antisymétrique, vous obtenez une formule unique pour le déterminant à normalisation près. Donc je pense que c'est une bonne idée de passer le temps qu'il faut sur ce calcul pour bien le comprendre jusqu'au bout, parce qu'il est très simple et il vous donne les clés pour comprendre de manière beaucoup plus générale en toutes dimensions dans la partie 2. Côté droit, c'est intéressant aussi de le comprendre côté droit. Côté droit, c'est le même calcul exactement, mais présenté de façon matricielle. À l'américaine, si on peut dire, hein, ou à l'anglo-saxonne. Voilà. C'est côté gauche, ce serait à la française, si on veut. Côté droit, à l'anglo-saxonne. Bien sûr, c'est le même calcul. Hein. Et c'est fini pour la formule explicite en dimension 2. Un dernier commentaire avant de passer à la formule en dimension 3. Donc, ce calcul-là, et si vous le maîtrisez bien, ça vous ôte tout doute sur mais pourquoi, bon sang de bonsoir, est-ce que ce AD-BC représente bien l'aire du parallélogramme? Les dessins qu'on avait vus, slides 4 et 5, sont quand même un peu compliqués à comprendre. Est-ce qu'ils marchent dans tous les cas? Oui, ben voilà. Une aire en dimension 2, ça doit être n-linéaire, ça doit être alterné, ça doit être antisymétrique, et du coup, il n'y a pas le choix. La seule formule possible, c'est ça, une fois qu'on a normalisé la mesure des aires. Et cette fois-ci, on passe pour de bon à la formule en dimension 3. Alors, en dimension 3, ben vous pouvez refaire, bien sûr, exactement, reproduire la même démarche. D'ailleurs, vous pouvez le reproduire en dimension 3, en dimension 4, en dimension 5, comme en dimension que vous voulez. Bien sûr, en dimension 3, déjà en dimension 2, il y avait 4 termes. En dimension 3, vous aurez plus de termes. Si vous développez tout ici par n linéaire, enfin par trilinéarité,
combien de termes vous obtenez a priori? Je vous laisse mettre sur pause et essayer de répondre. Et la réponse, c'est 27, parce que si vous développez par rapport aux 3 colonnes en gardant tous les termes, ça fait 3 termes quand vous développez par rapport au premier vecteur, fois 3 quand vous développez par rapport au second vecteur, fois 3 quand vous développez par rapport au troisième vecteur. Donc ça fait 3 fois 3 fois 3 égale 3 au cube égale 27. En revanche, si vous gardez seulement les termes non nuls, c'est ceux qui sont écrits ici, il y en a 6 parce que le nombre de termes non nuls, c'est le nombre de manières qu'il y a de choisir une coordonnée pour chaque vecteur, de manière à ce que ce soit jamais 2 fois la même coordonnée. Donc vous avez 3 possibilités pour la coordonnée que vous choisissez pour le premier vecteur, fois 2 pour le deuxième, fois 1 pour le troisième. Donc 3 fois 2 égale 6. Si on fait l'équivalent dans le calcul précédent, ici on avait 2 fois 2 égale 4 termes, mais en revanche quand on garde seulement les termes non nuls, il ne reste plus que 2 fois 1 terme. Alors on revient au calcul d'un déterminant 3-3. À nouveau, ces 6 termes, de nouveau par multilinéarité, vous pouvez sortir les 3 coefficients à chaque fois qui restent dans la matrice pour obtenir cette expression-là. Donc on a sorti les coefficients. Et ce qui vous reste ici en facteur, c'est les déterminants de matrices de permutation, en fait, de permutation des 3 vecteurs. Et là, les matrices de permutation, si vous échangez seulement la place de 2 vecteurs, vous voyez ici, si vous échangez les positions des vecteurs 1 et 2, ça fait un déterminant qui va valoir moins 1. En revanche, si vous faites, ici vous échangez les positions des vecteurs 1 et 3, ça va donner encore moins 1. Ici, 2 et 3, ça va donner encore moins 1. En revanche, ici, ces deux matrices-là, c'est des matrices de permutation circulaire des vecteurs, ça ne vous change pas le déterminant. Tout ça fait que ces 3 termes, enfin ces 3 déterminants ici vaudront plus 1, plus 1, plus 1, et les 3 du dessous vaudront moins 1, moins 1, moins 1. Et du coup, vous avez cette formule un petit peu compliquée, si on veut, enfin que vous pouvez aussi apprendre, et vous avez côté droit ce qu'on appelle la règle de Sarrus, qui est un procédé visuel de mémorisation de cette expression du déterminant. Vous voyez, vous avez en fait à chaque fois, bien sûr, chaque terme, c'est un produit de coefficients dans lequel vous avez un coefficient et un seul de chaque ligne, et un coefficient et un seul de chaque colonne. Et vous avez donc 6 possibilités pour les choisir, 3 qui préservent l'orientation si on veut, et 3 qui sont des permutations qui renversent l'orientation. Les 3 premières lignes, les 3 suivantes, seconde ligne. Donc voilà cette formule du déterminant en dimension 3 que vous pouvez être capable de réécrire ou pas, c'est ce qu'il y a écrit en dessous, ce n'est pas nécessaire de la connaître, puisqu'en pratique, plutôt que de s'embêter à écrire 6 termes, on essaye en général plutôt de manipuler les lignes et les colonnes pour au moins faire apparaître des zéros et simplifier un peu la matrice avant d'en calculer le déterminant. C'est ce qui est écrit ici. La stratégie plus générale de calcul, c'est trigonaliser. Malgré tout, cette formule en dimension 3, elle a un intérêt, c'est qu'elle va nous permettre de justifier l'expression du produit vectoriel. Et ça se produit, slide suivant. Alors on avait déjà donné une définition géométrique du produit vectoriel. Cette fois-ci, on va en donner une expression analytique que vous connaissez, hein, certainement, c'est des révisions pour vous. Ça, c'était la définition géométrique du début de la vidéo. Et donc, voici l'expression analytique du produit vectoriel en fonction des coordonnées des vecteurs A et B. C'est une expression que vous connaissez probablement par cœur, mais il y a une manière de la visualiser ou de la mémoriser, un moyen mnémotechnique, c'est que vous pouvez retrouver cette expression en prenant le déterminant. Alors c'est un déterminant un petit peu bizarre, c'est un déterminant dans lequel, dans la première colonne, vous placez les 3 vecteurs de la base canonique, puis dans les 2 autres colonnes, vous placez votre vecteur A, votre vecteur B, et vous appliquez la formule algébrique, en quelque sorte, du déterminant, celle du slide précédent, hein, celle-ci, côté gauche, côté droit. Et en appliquant cette formule, vous trouvez
exactement ces trois coordonnées avec les vecteurs epsilon1, epsilon2, epsilon3 bien sûr en facteur. Alors la justification de ce procédé de visualisation ou de mémorisation de l'expression du produit vectoriel, elle est expliquée et commentée en détail dans la deuxième vidéo de 3 Blue 1 Brown sur les cross products. C'est la deuxième, il y en a deux, il y en a une première où vraiment il donne juste la définition, et la deuxième il explique ce procédé, mais la vidéo est un petit peu longue et moi je vais essayer dans la démonstration de cette proposition de vous redonner la justification de ce procédé. En même temps, on va démontrer la proposition à partir de la définition géométrique du produit vectoriel. Au passage, attention, dans la vidéo, il ne justifie pas la formule analytique du déterminant 3,3. Il justifie juste le procédé qui consiste à remplacer dans la première colonne. Puis ensuite, si vous appliquez la formule analytique, vous retrouvez ça. Ok, on va à la démonstration de cette proposition, ça va être suivant. Alors si on pose gamma 1, gamma 2, gamma 3, les trois coordonnées de A vectoriel B qu'on va chercher à calculer à partir de la définition initiale du produit vectoriel qu'on avait donné, eh bien, ce qu'on sait, c'est que on a un lien entre produit vectoriel, produit mixte et déterminant. Ça, on l'avait vu au début de la vidéo. Alors, donc, pour tout vecteur V quelconque, x1, x2, x3 de R3, A produit scalaire avec B, A vectoriel B scalaire V, c'est le produit mixte. C'est aussi le déterminant de ABV. Ça, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Proposition 3. Par permutation circulaire des vecteurs, c'est aussi égal au déterminant de VAB. Et déterminant de VAB, on applique notre formule règle de Sarrus d'un déterminant 3,3 et on l'écrit explicitement comme ceci. Et quand vous l'écrivez explicitement, vous l'écrivez explicitement en mettant en facteur les trois coordonnées, en isolant en facteur les trois coordonnées x1, x2, x3 de V. Et donc, comme on avait posé les coordonnées indéterminées gamma 1, gamma 2, gamma 3 de A vectoriel B scalaire V, ça vaut aussi, bien sûr, gamma 1 x1 plus gamma 2 x2 plus gamma 3 x3. Et donc c'est égal à cette expression. J'ai recopié la même expression, sauf que j'ai mis les facteurs x1, x2, x3 à droite, des facteurs ici. Et comme ces deux expressions sont égales, mais elles sont égales pour tout vecteur V, donc pour toute valeur de x1, x2, x3, ça oblige en fait gamma 1 à être égal à ce coefficient-là, gamma 2 à être égal à ce coefficient-là, et gamma 3 à être égal à ce coefficient-là. Pourquoi ça oblige? Alors, vous pouvez le voir de façon un petit peu abstraite, et ça c'est expliqué dans la vidéo, en disant, l'expression côté gauche, on peut la voir comme une forme linéaire en x1, x2, x3, de matrice de la forme linéaire, le vecteur horizontal, gamma 1, gamma 2, gamma 3, et puis pareil, côté droit, on a une forme linéaire de matrice, ces trois coefficients, et les deux formes linéaires, elles sont égales, puisqu'elles sont égales sur tous les vecteurs de R3, donc elles ont les mêmes coordonnées, donc on a égalité. Ça, c'est la justification un peu abstraite qui est expliquée dans la vidéo. De façon plus concrète, vous pouvez dire, si je prends x1 égale 1, x2 égale 0, x3 égale 0, j'obtiens l'égalité de gamma 1 avec ce coefficient-là, et pareil pour gamma 2 et gamma 3. D'accord? Donc, la justification par les formes linéaires, par dualité, par les vecteurs lignes, on peut la trouver un petit peu lourde. Concrètement, voilà. Enfin, vous pouvez prendre la justification que vous préférez. Ça revient au même de toutes les façons. Et donc, on a justifié l'expression du produit vectoriel A fois B. Donc, on a justifié la proposition précédente. Et en même temps, vous voyez, on a justifié la règle de calcul précédente aussi, puisque excusez-moi, en fait, la règle de calcul, je l'avais déjà, elle résulte de la proposition, et pour ce qui est de l'interprétation un peu plus formelle de cette règle de calcul, je préfère vous renvoyer à la vidéo où il s'appuie sur la dualité pour justifier cette règle de calcul. Et donc un petit point sur où nous en sommes, on a traité
la dimension 3 et le lien avec le produit vectoriel. On va très rapidement parler de la formule en dimension n. Alors ça, c'est un complément hors programme, donc je vais en dire très peu de choses. Je vais simplement dire que ces calculs qu'on a effectués en dimension 2 et en dimension 3, ils vous permettent peut-être d'appréhender et de comprendre mieux ce qu'on a fait dans la section 2, où on a obtenu la formule générale 6 dans la section 2, qu'on a réécrite ici, et qui fait intervenir à la fois ces permutations sur les indices, et puis ces plus ou moins 1, qui sont les signatures des permutations, qui sont liées au nombre d'échanges, de transposition, de permutation de deux indices qu'il faut faire pour recomposer la permutation complète. Donc, cette formule, elle généralise ce qu'on vient de voir en dimension 2 et 3. Non seulement elle la généralise, mais la manière de l'obtenir, c'est en fait c'est la même chose que ce qu'on a fait en dimension 2 et 3. Donc c'est développer par multilinéarité, puis utiliser le caractère alterné, puis le caractère antisymétrique. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas la peine de la maîtriser. Vous pouvez essayer de la comprendre de façon un peu superficielle. Ce n'est pas la peine de la comprendre à fond. C'est un complément hors programme. Il n'y en a pas besoin pour calculer des déterminants en pratique. Et donc ça, c'est fait aussi. Donc vous voyez, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Il nous reste à étendre ce qu'on avait vu sur les matrices triangulaires à un cas un peu plus général, ce qu'on appelle triangulaire par bloc. Puis ensuite, je vous montrerai pour terminer une autre méthode qu'on appelle le développement de Laplace, là aussi qui est presque un peu facultative, qui est une méthode alternative si on veut, mais qui ne sera pas forcément indispensable en pratique. Puis ensuite, on fera la synthèse sur les calculs pratiques. Donc, on va tout de suite au déterminant des matrices triangulaires par bloc. Donc, rappel, pour une matrice triangulaire, le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. Et, ça c'était la démonstration. Et on va généraliser ça un petit peu aux matrices triangulaires par bloc, mais on commence par les matrices diagonales par bloc. Donc je vous ai donné une définition formelle d'une matrice diagonale par bloc, mais le plus simple c'est de regarder les figures. Vous voyez bien, hein, ça c'est 3 exemples de matrices diagonales par bloc, donc ça généralise bien sûr la notion de matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est une matrice diagonale par bloc avec des blocs de taille 1. Et ici, vous avez des blocs de taille quelconque, les blocs qui sont alignés suivant la première diagonale de la matrice, hein, celle pour laquelle les indices sont égaux. Ça a une importance en pratique, ces matrices diagonales par bloc. Ça traduit, alors vous savez qu'une matrice diagonale, ça traduit une matrice qui agit de façon découplée sur les différentes coordonnées. Toutes les coordonnées sont transformées de manière découplée, puisque chaque coordonnée est transformée en une coordonnée multiple d'elle-même, donc la transformation de la coordonnée ne dépend que de la coordonnée elle-même. Pour une matrice diagonale par bloc, c'est un peu la même idée. Il y a une forme de découplage, sauf que ce n'est pas totalement découplé, c'est partiellement découplé, c'est découplé par bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez, qu'ici, ce groupe de coordonnées, là, elle sera transformée suivant la matrice A3, et la matrice A3, elle ne fait intervenir que les coordonnées de cette bloc pour calculer les coordonnées du vecteur image. Voilà. Donc voilà. Donc si vous prenez un vecteur V et son image par A, eh ben, les coordonnées 4, 5, 6, 7 de l'image AV de V ne vont dépendre que des coordonnées 4, 5, 6, 7 de V. C'est en ça que la manière dont les coordonnées sont transformées par la matrice A est découplée par bloc. Et pour une matrice diagonale, c'est découplé complètement. Et voilà pourquoi c'est intéressant les matrices diagonales par bloc pour les calculs de déterminants. Pour une matrice diagonale tout court, le déterminant c'est le produit des coefficients
diagonaux, puisqu'une matrice diagonale, c'est un cas particulier de matrice triangulaire. Pour une matrice diagonale par bloc, le déterminant, il est égal au produit des déterminants des blocs. Alors, j'ai envie de dire que la démonstration de cette proposition, elle n'est pas très importante. Je pense que c'est une proposition qui est relativement simple à comprendre et relativement intuitive, puisque c'est peut-être important surtout de la comprendre dans le cas d'une matrice diagonale. Dans le cas d'une matrice diagonale, vous comprenez bien, hein, vous le verrez aussi dans les mini-tests, on l'a vu déjà en dimension 2, que le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux par multilinéarité, enfin pour plein de raisons. Et donc, c'est pas très surprenant que ce soit encore vrai que pour une matrice diagonale par bloc, le déterminant soit égal au produit des déterminants des blocs. Enfin, voilà quand même une démonstration ci-dessous, un peu plus formelle. Je vous laisse lire la démonstration en détail. Ça consiste à dire que cette matrice diagonale par bloc, on peut l'écrire comme un produit de matrice dans laquelle, vous voyez, pour chacun des matrices du produit, on a remplacé tous les blocs sauf un, et pas le même à chaque fois, par l'identité. Et du coup, le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Et pour le coup, le déterminant d'une de ces matrices, comme il y a l'identité puis le bloc, là, pour plein de raisons, vous arrivez à vous convaincre que le déterminant de cette matrice, ça vaut le déterminant du bloc, d'où la justification. On va maintenant au cas d'une matrice triangulaire par bloc. Bah, à nouveau, il y a une définition formelle, mais je pense que il n'y a pas de difficulté avec la notion de définition d'une matrice triangulaire par bloc. Je vais revenir 2 slides en arrière. Dire simplement qu'une matrice triangulaire par bloc, c'est une matrice dans laquelle c'est un peu comme une matrice diagonale par bloc, sauf que d'un côté des blocs, vous n'avez pas forcément des zéros. Ici, vous avez des nombres quelconques. Ça, c'est triangulaire par bloc. Et d'un des deux côtés, en revanche, vous avez des zéros. Voilà. La définition formelle, si on revient au slide, la définition formelle, c'est que si on enlève les blocs, on obtient une matrice triangulaire. Voilà. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la définition formelle, c'est de comprendre ce que ça veut dire en pratique, et surtout, pourquoi c'est utile dans la calculer les déterminants, c'est parce que, à nouveau, le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc, c'est égal au produit des déterminants de chacun des blocs. Autrement dit, la valeur des coefficients qui sont non nuls d'un des deux côtés, on s'en fiche, ils ne vont pas intervenir dans le calcul du déterminant. L'ébauche, là j'ai pas rédigé de démonstration formelle pour cette proposition, l'ébauche de démonstration, ça consiste à dire qu'à partir de la matrice triangulaire par bloc, en manipulant les lignes ou les colonnes bloc par bloc, on arrive à se ramener à une matrice triangulaire sans changer les déterminants des différents blocs. Voilà. Je ne vais pas en dire plus là sur cette démonstration. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et donc ça c'est fait. Et ça c'est la méthode la plus opérationnelle, à la fois pour les matrices donc triangularisées ou éventuellement triangularisées par bloc pour calculer en pratique les déterminants des matrices. Il nous reste à faire une dernière méthode, mais qu'on peut voir comme une méthode presque additionnelle, facultative. C'est la méthode dite du développement de Laplace, et puis ensuite on fera la synthèse. On va tout de suite au développement de Laplace. Alors, c'est ce que j'ai expliqué ici dans le warning, c'est que cette méthode de Laplace, il n'est pas indispensable que vous la maîtrisiez. En revanche, c'est indispensable que vous n'en ayez pas entendu parler une fois. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un grand classique d'un cours sur les déterminants. D'ailleurs, dans certaines présentations, et c'est le cas souvent dans les autres lanières, les déterminants sont définis à partir du développement de Laplace. Donc il vaut mieux en connaître au moins l'existence. Pour ça, il y a une première définition à voir, c'est la notion de mineur d'une matrice. Qu'est-ce que c'est les mineurs d'une matrice ? C'est des déterminants, mais ce n'est pas les déterminants de la matrice complète, c'est des déterminants d'une matrice carrée qui a une dimension de moins, donc dans laquelle on a enlevé une ligne
et une colonne. Donc comme on a enlevé une ligne et une colonne, on a enlevé la ligne et la colonne qui passent par un des coefficients de la matrice, et on va noter IJ ces indices, et ça donne, l'indice IJ nous donne l'indice IJ du mineur. Donc ça c'est le mineur 1,1, donc c'est ce bloc-là. Le mineur 1,2, c'est ce bloc-là. Et le mineur 1,3, c'est ce bloc-là. Puis vous avez 9 mineurs, bien sûr, hein, pour une matrice 3,3. Et avec ces mineurs, on va avoir une formule pour le déterminant, qu'on va voir slide suivant. En fait, vous n'en avez pas une, mais vous en avez deux. Vous avez la formule du développement suivant une ligne et la formule du développement suivant une colonne. Donc pourquoi vous avez soit suivant une ligne, soit suivant une colonne, et ça, pourquoi ça marche dans les deux cas? Parce que vous vous souvenez, le déterminant d'une matrice, on l'avait vu dans la deuxième vidéo, vous le verrez dans la deuxième vidéo, c'est la même chose que le déterminant de sa transposée. Donc quand on échange les lignes et colonnes, on ne change pas le déterminant. Donc c'est normal que toute méthode qui repose sur les colonnes, en appliquant la même méthode sur les lignes, vous obteniez le même résultat. Et la formule, c'est la suivante. Alors vous voyez, c'est une formule un tout petit peu compliquée, mais enfin, donc il faut... Qu'est-ce qu'on fait? Suivant une ligne, alors, on fait ce qui est illustré sur la figure. Sur la figure, on a développé suivant une ligne, suivant la première des lignes de la matrice, donc suivant cette ligne-là. D'accord. Et on a écrit cette égalité, donc c'est cette égalité-là. Et cette égalité, l'expression du déterminant, elle est obtenue en faisant une somme des mineurs. Donc ça, c'est les 3 mineurs. Et chaque mineur, il faut le multiplier par le coefficient associé au mineur. Donc vous voyez, si vous prenez ce mineur-là, EFHI, il faut le multiplier par le coefficient associé, le coefficient qui a permis d'éliminer la ligne et la colonne pour définir le mineur. Donc il faut le multiplier par A. Et puis c'est pas tout à fait fini, il faut rajouter un moins 1 puissance quelque chose, un plus ou moins 1. Et le plus ou moins 1 qu'il faut rajouter, c'est moins 1 puissance la somme I plus J. Donc du coup, c'est plus A moins B plus C. Puisque B, il est première ligne, deuxième colonne, 1 plus 2 égale 3, moins première ligne, première colonne, plus première ligne, troisième colonne, 1 plus 3 égale 4, moins 1 puissance 4 égale 1 plus. Voilà la formule du développement suivant une ligne, et c'est la même formule pour le développement suivant une colonne. Ici, je vous ai donné, non pas une démonstration complètement détaillée, mais des éléments sur la démonstration de ce développement de Laplace. Mais comme le développement de Laplace lui-même est une méthode déjà facultative, je ne vais pas passer plus de temps que ça sur la vidéo à commenter la démonstration. Vous pouvez lire ce commentaire de la démonstration. Ce n'est pas inintéressant, ça permet quand même de comprendre au moins de comprendre le principe de la formule. Après, la chose la plus délicate à comprendre, c'est le moins 1 puissance. Donc je vous le dis tout de suite, le moins 1 puissance 1 plus k, là, il n'est pas expliqué dans ces éléments de démonstration. C'est pour ça que c'est des éléments de démonstration, ce n'est pas une démonstration complète. Pour avoir la démonstration complète, il faudrait s'appuyer sur la formule générale 5, un peu horrible là avec les signatures de permutation. Donc voilà, au moins, disons, avec ces éléments-là, vous pouvez voir qu'effectivement, la formule s'écrit, vous pouvez justifier la formule au moins 1 puissance près. Et donc on a terminé, puisque ce slide, c'est le dernier slide du chapitre, qui propose juste quelques éléments de synthèse sur le calcul pratique d'un déterminant. Alors on a vu plusieurs méthodes de calcul, mais la méthode conseillée, c'est la suivante. C'est de commencer par simplifier le déterminant à calculer à l'aide d'opérations sur les lignes et sur les colonnes. Et il y a deux manières de simplifier le déterminant. D'une part, en faisant apparaître des coefficients égaux à 0, comme la méthode du pivot de Gauss, donc en retirant à des lignes ou à des colonnes des multiples d'autres lignes ou d'autres colonnes.
Et puis, d'autre part, et ça c'est plus spécifique aux déterminants, en faisant apparaître des facteurs, en mettant en facteur les facteurs communs aux coefficients d'une même ligne ou d'une même colonne, par multilinéarité. Ça permet aussi de simplifier. Et puis cette simplification, vous la poussez suffisamment loin, alors soit pour trigonaliser complètement la matrice, soit au moins pour la trigonaliser par bloc. Si elle est entièrement trigonalisée, c'est fini, le déterminant est égal au produit des coefficients diagonaux. Et si elle l'est seulement par bloc, eh bien le déterminant est égal au produit des déterminants des blocs, et donc vous êtes ramené à un problème plus simple. Enfin, dans certains cas, les matrices avec beaucoup de zéros, le développement suivant une ligne ou une colonne, dont je vous ai dit que c'était pas forcément indispensable de le maîtriser, ça peut être pratique. Mais attention, pour cette méthode, il y a un risque d'erreur à cause notamment de ces facteurs -1 puissance i plus j. Et c'est terminé pour cette vidéo de présentation du chapitre déterminant. Merci pour votre attention et bravo à toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout.